va poursuivre, si vous voulez bien, avec une deuxième table ronde sur la responsabilité médicale du médecin à l'heure des coopérations interprofessionnelles. Je vais demander à Laurent Bloch de bien vouloir venir s'installer à côté de nous, Philippe Bessé, Julie de Victor. Non, on enchaîne tout de suite. Donc Jacqueline Rosson-Lambroso arrivera dans quelques instants. Et puis, je vais demander également à Madame Marie-Annick Lambert de bien vouloir nous rejoindre également sur scène. Elle était avec nous il y a quelques instants. Elle va poursuivre, vous remplacer Gérard Raymond qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, venez. Donc, j'appelle Laurent Bloch, Philippe Bessé, Julie de Victor, à bien vouloir venir me rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour, je vous en prie. Merci de bien vouloir vous l'installer, Laurent Bloch, merci beaucoup. Ah, il va manquer une chaise. Est-ce qu'on veut bien nous apporter une chaise supplémentaire, s'il vous plaît? Une chaise supplémentaire pour Madame Rosson-Lambroso qui va nous voilà, on va l'installer ici. Merci beaucoup. Alors, on nous signale qu'il y a des gros problèmes de son. Est-ce qu'on peut régler ces problèmes de son? Quel est le problème, madame? Voilà, ça résonne. Si en régie, vous voulez bien essayer de trouver une solution, ça serait très gentil. Merci beaucoup. Je pense que c'est dû aussi à la salle qui est assez large. Bien. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce débat qui est très attendu, je ne vous le cache pas. Les médecins à l'heure de la coopération interprofessionnelle. Il y a du débat. Et je vais peut-être commencer avec vous, Laurent Bloch, si vous voulez bien, pour savoir quelles sont en quelque sorte les responsabilités spécifiques du médecin au sein d'une équipe de soins. Quand il travaille avec plusieurs professionnels, qu'est-ce qui est attendu de la part du médecin et quelles sont ses responsabilités aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors je crois qu'il faut distinguer quand même plusieurs situations. Le micro ne fonctionne pas? Je ne suis pas assez près. Non. Alors, est-ce que le micro fonctionne, s'il vous plaît? Est-ce que voilà, c'est bon. Là, il fonctionne. Donc je disais, il faut distinguer peut-être plusieurs situations pour rappeler, mais dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, qu'il y a un principe en matière médicale qui est un principe de responsabilité pour faute, et que la faute est appréciée de manière individuelle. C'est-à-dire que chaque praticien, dans son champ de compétences, assume les conséquences de ses actes et éventuellement de ses fautes. Et il n'a pas à assumer les fautes des autres. Sauf hypothèses dans lesquelles il y aurait un rapport de subordination. Voilà. Si j'ai un subordonné, effectivement, en tant que celui qui a l'autorité sur lui, j'assumerai éventuellement les fautes commises par ce dernier. Mais sinon, quand on est sur un pied d'égalité, il n'y a pas du tout le fait d'assumer les éventuelles fautes de l'autre. Par exemple, le médecin généraliste qui envoie chez un spécialiste son patient, et avec un spécialiste qui passe à travers le bon diagnostic, il n'aura pas à assumer, je dirais, la faute commise par son confrère, sauf hypothèse marginale dans laquelle il avait lui-même les moyens de déceler la faute commise par l'autre. Voilà. Mais sinon, je dirais que le fait qu'il y ait une coopération interprofessionnelle ne change pas fondamentalement la nature de la responsabilité. Chacun est responsable de ses actes dans son couloir de compétences. Et en même temps, ça demande quand même une certaine... le médecin est au centre, on l'a entendu tout à l'heure par les mots du président du Conseil national. Le médecin reste au centre du jeu et ce n'est pas Mme Jacqueline Rosson-Lambroso, qui est conseillère nationale du Conseil de l'Ordre, qui va nous démentir sur ce point. Merci de me donner la parole. Alors tout d'abord, je voudrais en introduction remercier le docteur François Arnaud, président du Conseil national, d'avoir pensé à ce débat, et le docteur Jean-Marcel Mourgue, vice-président du Conseil national, de l'avoir organisé dans des délais contraints et dans des conditions parfois difficiles. Donc merci.
Je remercie les services juridiques du Conseil national qui nous ont aidés à le préparer et tous les services techniques. Et je remercie bien sûr nos invités d'être là et de nous permettre d'avoir répondu à l'invitation et de nous permettre d'avancer sur ce sujet. Notre sujet, c'est la responsabilité du médecin à l'heure des coopérations interprofessionnelles. Alors, je ne vais pas remonter au code d'Hammurabi comme mon prédécesseur, mais je vais remonter à 1803, où on a créé le statut d'officier de santé. Et l'officier de santé était quelqu'un qui avait le droit d'exercer la médecine sans avoir le titre ni la formation de docteur en médecine. Et on a fait ça pour pouvoir combler les besoins dans les campagnes reculées. C'est ainsi que c'est écrit. Et le plus célèbre, d'ailleurs, est Charles Bovary. Ces officiers de santé ont existé jusqu'à la fin du XIXe siècle, à 1892, et le dernier est mort en 1902. Et puis après, pour exercer la médecine, il n'y a plus que des médecins. Et donc, on revient maintenant à ces coopérations que je vais essayer de préciser en quelques mots très rapides. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Il ne s'agit pas ici, donc nous sommes bien d'accord, de discuter de l'opportunité de telle ou telle loi, de tel ou tel projet. Il s'agit bien de constater ce qui est actuellement la loi et de rechercher dans ce cadre les évolutions de la responsabilité du médecin et également, pour élargir le débat, la responsabilité des autres professionnels de santé qui vont exercer à ses côtés. Les protocoles de coopération, je vais donner quelques définitions, quelques mots très rapides. Les protocoles de coopération permettent une délégation d'activités ou d'actes de prévention, de diagnostic et de soins entre des professionnels de santé délégants et des professionnels de santé délégués afin d'améliorer l'organisation de la prise en charge des soins dans un territoire donné. Le cadre juridique en est essentiellement déterminé par l'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009. Dans le strict cadre de la mise en œuvre de ces protocoles, une dérogation est faite au décret de compétence de chaque professionnel paramédical de santé, et on pourra peut-être en reparler. Le vocabulaire est important, les mots employés sont importants. Un transfert de compétences signifie que le professionnel qui réalise l'activité est responsable, autonome, compétent et qualifié. La délégation signifie que le professionnel qui délègue garde la responsabilité de la décision de réaliser l'acte et que l'activité de celui qui réalise l'acte est encadrée. De façon assez courte pour qu'on puisse essayer de lancer le débat. Alors, on aura l'occasion de voir, je pense, la responsabilité du médecin dans le choix de déléguer, en sa qualité de professionnel délégant, la responsabilité de l'auxiliaire en sa qualité de professionnel de santé délégué, et la responsabilité des deux dans le cadre de leur coopération. Je voudrais dire un mot des pratiques, des infirmières de pratique avancée. Le principe avait été introduit par la loi du 26 janvier 2016, loi Touraine, et a été précisé et complété par la loi du 19 mai 2023, dite loi RIST 2, qui introduit un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux kinésithérapeutes, aux orthophonistes. Et puis, elle élargit les compétences de plusieurs professions de santé paramédicale. Sur les IPA, il y a donc un accès direct aux IPA dans le cadre de structures coordonnées. Leurs compétences sont élargies en leur permettant désormais de primo-prescrire certains produits ou prestations soumis à ordonnance. Et cette loi propose une expérimentation pour 5 ans d'accès direct aux IPA au sein des CPTS. Telle est
la nouvelle situation du système de santé français, destinée à répondre aux besoins de nos patients et de notre société, et qui pose évidemment les questions de responsabilité dont nous allons pouvoir débattre. Voilà, donc tout à l'heure, M. Bloch a commencé un petit peu à nous parler de la responsabilité médicale, notamment pour la responsabilité du médecin en termes de coopération interprofessionnelle. Par rapport à ce qui vient d'être dit, on va relancer un petit peu le débat. Ça me permet également de préciser certaines choses. Philippe Bessé, qui est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et libéraux de France, pharmacien à Limoux, dans l'Aude. Julie de Victor, qui est présidente de la CNP, c'est le Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée. On en parlait également à l'instant. Marianne Lambert, qui était tout à l'heure avec nous, de France Assos Santé. Quand on parle d'interprofessionnel, c'est-à-dire que quand les médecins travaillent avec d'autres personnes, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, vous qui êtes de deux corps médicaux différents, un peu différents, qu'il y a des problématiques, ou est-ce que c'est des choses à améliorer? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bessé? C'est une question très vaste. Moi, j'exerce depuis 30 ans dans le même lieu d'exercice, donc à Limoux, et effectivement, j'ai constaté un changement dans le comportement des patients au fil du temps et au fil des années. Des patients de plus en plus responsables, de plus en plus informés, de plus en plus compétents, de plus en plus informés de leur santé, et du coup qui introduisent une dimension nouvelle et une problématique nouvelle dans l'équipe de soins, puisque auparavant, de façon assez classique, le patient allait voir son médecin traitant. Et le médecin traitant pouvait, de ce fait, établir la prise en charge, la meilleure, soit confier son patient au médecin spécialiste en cas de besoin, pour avis expert, ou organiser le parcours du patient avec les différents professionnels de santé, infirmiers, kinés, pharmaciens, s'il y avait besoin de traitement. Depuis quelque temps, et depuis quand même assez longtemps maintenant, nous avons des patients qui viennent directement et qui ont fait eux-mêmes leur propre diagnostic et établi leur propre traitement. Et donc, s'agissant de ma profession de pharmacien, je suis confronté à un certain nombre de patients qui viennent me voir avec une demande de traitement ou en ayant posé leur diagnostic sur leur pathologie et qui me demandent donc le médicament. Ils savent que je l'ai, que j'en dispose. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin effectivement d'organiser cette prise en charge. J'ai besoin de répondre, soit d'orienter, soit de délivrer, soit d'organiser. Donc voilà. Donc, vous me posez la question sur quelle est la situation actuelle, c'est celle-ci. Voilà. Et donc effectivement, les situations, les gouvernants, je ne vais pas être trop long parce que je vais répondre ensuite aux questions sur la délégation telle qu'elle a été, dans les protocoles de délégation tels qu'ils ont été faits, ce sera un deuxième sujet, et d'autres voies qui sont explorées aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est absolument urgent que ces organisations soient prévues entre soit les collèges nationaux professionnels, soit les ordres, comme il a été débuté il y a 1 an et demi, soit les organisations professionnelles, bref, entre nous, soignants. Et c'est à nous de prendre en charge et de proposer aux instances des solutions nouvelles. Donc ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une forme de problématique aujourd'hui et qu'il y a un besoin de concertation. C'est ce que vous vous demandez aujourd'hui? En fait, il y a besoin de concertation entre nous sans avoir nécessairement une tutelle qui nous donne directement vous allez faire comme ça, sans qu'on puisse se concerter avant. Voilà. D'accord. Julie de Victor, si vous voulez bien prendre le micro, c'est un peu la même question, mais cette nécessité de concertation, on l'a aujourd'hui. L'interprofessionnalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qui doit changer ou qu'est-ce qui doit être amélioré? Alors non, bien sûr, l'interprofessionnalité n'est pas nouveau, mais les lignes quand même bougent ces derniers temps et je vous remercie vivement de cette invitation parce que ça va me permettre de revenir sur des éléments extrêmement récents et notamment au moment de la discussion de la loi RIST, on a entendu quand même beaucoup de choses autour de la responsabilité, mais aussi beaucoup de désinformation. Comme ça a été très bien rappelé par monsieur en début de table ronde, chaque professionnel est bien sûr responsable des actes qu'il entreprend.
Donc moi, je parle là en tant que représentante des infirmiers en pratique avancée, mais juste 2 éléments absolument essentiels de la loi, des lois qui concernent les IPA. D'une part, ils ne peuvent exercer que dans le cadre d'un exercice coordonné par un médecin. Ça, c'est la première chose. Donc le fantasme de l'IPA qui travaillerait de manière isolée, tout seul, sans concertation avec les médecins, déjà, on peut l'écarter de par la loi. La deuxième chose que la loi de 2016 précise, c'est que l'IPA qui intervient dans le cadre de la pratique avancée est entièrement responsable de l'exercice qu'il entreprend dans le cadre de la pratique avancée. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut aussi rediscuter de la responsabilité, quelque part collective, de l'organisation du parcours. Et ça veut dire comment on se transmet les informations, comment on a accès aux dossiers patients, aux informations essentielles pour pouvoir produire des soins collectifs, interprofessionnels de qualité, comment on met en place des temps d'échange, des temps de concertation, comment on met en place des processus pour renvoyer le patient vers le médecin si on sort de notre champ de compétences, s'il y a une décompensation, une urgence. Comment, en fait, on met en place vraiment cet exercice coordonné par le médecin, interprofessionnel, et ça, il en va d'une responsabilité collective. On me posait tout à l'heure la question du prix des assurances pour les IPA. Est-ce que ça a changé, notamment en termes de RCP? Alors, ce n'est l'avis que d'une des assurances, mais j'ai été même très étonnée de cette sollicitation d'une des assurances qui nous disait en fait, quand il y a une IPA dans une équipe de soins, il y a un sous-risque assurantiel et donc on proposera aux équipes de soins coordonnées qui ont des IPA des tarifs assurantiels plus bas que les équipes qui n'auront pas d'IPA au sein de l'équipe. Donc, pour en tout cas cette assurance-là, nous ne sommes pas considérés comme un sur-risque en termes assurantiels, mais plutôt comme un professionnel qui renforce la sécurité, la qualité des parcours de soins. Donc on va revenir après sur vos enjeux aussi respectifs, bien évidemment. Il y a l'enjeu également pour les patients dans tout ça, parce que on disait tout à l'heure que le patient, M. Besset en parlait, le patient devient un petit peu aussi moteur, acteur, voire peut-être un peu trop. Non, jamais trop depuis 20 ans, heureusement qu'il devient acteur de sa santé, puisque quelque part, c'était quand même le sens de la loi du 4 mars, que le patient devienne acteur de sa santé, c'est quand même la meilleure façon aussi de prévenir l'aggravation des maladies. Moi, je suis ravie de la preuve qui vient d'être donnée par l'exemple des assurances, parce que, bien sûr, comme l'a rappelé en introduction le président, l'exercice professionnel médical, il va vers l'exercice en coordination et en équipe de soins, auquel les patients sont extrêmement attachés. La notion de parcours de soins et la notion de... Mais ce que je voulais dire pour moi, c'est que la délégation qui est, elle, précisée dans les textes, n'est que le moyen. Elle n'a aucun sens si on la considère toute seule. L'essentiel, c'est la coordination et c'est la communication. Tout à l'heure, la question a été posée des RCP dans la table ronde précédente, mais c'est ça, c'est ce que vous avez dit. L'essentiel, le meilleur moyen de fonctionner pour une équipe coordonnée, elle est dans une communication et dans une information partagée. Mais ce que vous dites, c'est qu'elle ne l'est pas aujourd'hui ? Non. La responsabilité, elle est la constatation d'un échec, j'allais dire. Et donc, il faut mettre, à mon avis, en amont, vraiment une véritable formation à cette communication dans les équipes de soins. Et il me semble que chacun fera mieux ses propres actes si plus la coordination sera fluide entre les différents professionnels de l'équipe. Peut-être Madame Rosson-Lombroso dans un premier temps, Monsieur Bloch ensuite. J'entendais en posant la question qu'il n'y a pas forcément cette coordination aujourd'hui. Vous le sentez, vous ? Alors, moi qui suis médecin généraliste, j'ai toujours eu l'impression quand même de bien me coordonner avec les autres professionnels. Le pharmacien ne
nous sommes en relation fréquente avec les pharmaciens pour savoir si un médicament va être disponible. Le pharmacien va nous contacter si une prescription est mal compréhensible ou bien si le pharmacien estime que compte tenu des autres médicaments, ça arrive parfois, il pourrait y avoir une difficulté. Donc quand on a des bonnes relations avec les autres professionnels de santé de son entourage, on a toujours communiqué de manière tout à fait informelle, effectivement. Je ne parle même pas des infirmières avec lesquelles le contact est vraiment plus que quotidien pour les patients. L'infirmière qui n'hésite pas à nous appeler et nous qui appelons l'infirmière pour lui demander des précisions, puisque c'est elle qui est au contact quand même, l'infirmière ou l'infirmier. C'est lui qui est au contact du patient direct, qui le voit et qui le prend en charge de manière très, très proche. Donc cette communication, pour moi, elle a toujours existé. Alors peut-être qu'effectivement, elle n'est pas toujours suffisante, peut-être qu'elle se complique, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment de professionnels, de médecins, en tout cas pour permettre ces échanges, et puis que l'infirmière n'a pas forcément, ou le pharmacien maintenant n'a plus l'interlocuteur de manière aussi facile qu'il y a quelques années. En tout état de cause, pour moi, il y a toujours eu cette communication. Elle est essentielle puisque notre objectif commun, c'est de soigner un patient. Et donc le patient, il a autour de lui beaucoup de professionnels. Le médecin, jusqu'à présent, était et doit le rester le coordinateur de l'ensemble des soins et de l'ensemble des autres professionnels autour de lui. Et c'est ce qui permet la cohérence et c'est ce qui permet l'efficacité du soin. Aujourd'hui, tout ça est écrit dans la loi, et puis les compétences de chacun sont revues. Donc, ça va modifier probablement, enfin, ça modifie les responsabilités dans le sens où avant, c'était surtout le médecin qui était responsable et que peut-être maintenant, les autres professionnels qui prennent des décisions vont prendre une part de responsabilité. Mais pour moi, malgré tout, et malgré les difficultés peut-être rencontrées sur le terrain parfois, il y a toujours eu cet échange entre le médecin et les autres professionnels autour du patient. Alors, Monsieur Bloch, après je vous donnerai la parole, évidemment. Il y a des enjeux juridiques, Monsieur Besset également. Il y a des enjeux juridiques qui ont été soulevés à l'instant. Il y a des enjeux aussi de communication, peut-être plus sur le juridique. Alors, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, la collaboration entre professions de santé, elle a toujours existé. C'est-à-dire que le patient, voilà, autour de lui, il y a différents acteurs. Alors après, on peut discuter de la qualité de cette coopération, hein, bien évidemment, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On pourrait parler de coopération sauvage, en fait. Voilà, elle existait sans être organisée, mais c'était dans l'intérêt du patient où les uns et les autres échangeaient. Bon. Après, il y a le stade de la coopération avec un protocole interprofessionnel, où là, c'est très organisé, et il y a une délégation de compétences. Je ne sais pas si on l'a suffisamment dit, parce que c'est ça qui est vraiment nouveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas normalement autorisé par la loi à faire tel ou tel acte, par ce protocole, va être autorisé à le faire. C'est-à-dire que c'est généralement le médecin qui va déléguer une compétence à un paramédical, par exemple. Bon. Et ce transfert de compétences traduit un transfert de responsabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne, on élargit son champ de compétences et donc sa responsabilité potentielle. Voilà. Et la question qu'on peut se poser dans cela, c'est-à-dire que quelle est la responsabilité des uns et des autres? Comme je disais, chacun est responsable de ses actes. Après, la question qui peut se poser, c'est la qualité organisationnelle de tout ça. Qui en est responsable? Je crois que l'enjeu, il est là. Il n'est pas sur... En fait, ce n'est pas de la responsabilité médicale, le problème. Rien ne change. Chacun assume dans son champ de compétences. Le problème, c'est en cas de défaillance organisationnelle, qui est responsable? Voilà. Et on sait que c'est capital. Voilà. Et ça, ce n'est pas clairement tranché. On dit, le médecin est responsable. Ce n'est pas tranché, ça veut dire quoi? On nous dit que, grosso modo, le médecin est responsable. Mais encore faut-il qu'il ait les moyens d'être responsable, d'assumer. C'est-à-dire c'est un chef d'orchestre, mais qui ne sait pas ce que jouent ses musiciens, en fait, c'est ce que je veux vous dire. Il n'a pas le retour son. Voilà. Donc comment il peut être responsable dans ces conditions-là? Ça me paraît un petit peu compliqué. Le volet responsabilité médicale, prise en charge, il n'y a pas de souci. Le volet organisationnel, est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers une responsabilité collective, finalement, quand quelque chose dysfonctionne, quand une information ne remonte pas? Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui n'a pas fait remonter l'information? Est-ce que c'est celui qui, ne voyant que l'information ne remonte pas, finalement n'a rien fait?
Parce que ça, des dossiers en RC médical, on en a plein comme ça. Hein. Ça a été transmis, c'est pas arrivé, on ne s'est pas inquiété. Enfin, vous voyez. Et ça, on est un peu plus, je dirais, dans une espèce de flou artistique, sauf à ce que les protocoles, de manière très claire, et on a les outils juridiques pour le faire, attribuent la responsabilité aux uns et aux autres. Juste, vous me permettez, ce flou artistique tel que vous le décrivez, comment on peut en sortir ? On peut en sortir justement avec des protocoles qui expliquent très clairement ce que chacun doit faire en termes d'organisation. Je ne parle pas de soins, hein, je parle vraiment d'organisation. Oui. Qui fait remonter l'information, qui a accès à l'information et qu'est-ce qui se passe quand ça dysfonctionne ? On a des arbres décisionnels qui pourraient être faits de manière assez simple pour identifier en fait les responsabilités des uns et des autres. Philippe Bessé, et après, évidemment, oui, je donnerai la parole. Là, à ce stade, il est important de voir sur un exemple concret qui a défrayé la chronique dans pas mal de... Enfin, qui est d'actualité, qui est la délivrance de la phosphomycine et le traitement de la cystite. Donc, 2 cas. Il existe un protocole de délégation de tâches entre le médecin et le pharmacien sur ce cas. Il y a une centaine de binômes en France qui opèrent ces protocoles. Dans ce cadre-là, le médecin délégant a pour responsabilité de former son délégué donc, et d'établir un protocole. C'est lui qui va dire voilà comment ça doit se passer et voilà comment je veux le retour d'information par rapport à l'arbre décisionnel qui a été établi par la Haute Autorité de Santé. Le pharmacien délégué, lui, quand il va faire sa prescription, va la faire au nom et avec le numéro du médecin délégant. C'est-à-dire qu'en fait, dans la chaîne de santé, c'est comme si c'était une ordonnance réalisée par le médecin délégant. Donc il y a, il me semble, bien sûr une responsabilité du délégué qui est de faire correctement l'acte pour lequel il a été formé par son délégant, mais il y a également une responsabilité du délégant, de mon point de vue, dans la formation qu'il a effectuée et dans le retour d'information, le retour son dont vous parliez, s'il a été réalisé par le délégué et que le délégant n'en a pas tenu compte. Ça, c'est une façon de voir les choses. Il y en a une autre qui est dans la loi de finances de sécurité sociale de cette année, qui là est typiquement un acte pharmaceutique, qui n'a rien à voir avec un protocole de délégation. Actuellement, il y a 2 types de médicaments, les médicaments de prescription médicale facultative, le paracétamol, l'oméprazole, par exemple, la cétirizine, voilà, que les patients peuvent venir chercher sans ordonnance. Et il y a des médicaments de prescription médicale obligatoire, pour le diabète, pour le cancer, pour les pathologies chroniques, mais aussi pour les pathologies aiguës comme les antibiotiques. La loi de finances cette année crée une zone intermédiaire. C'est-à-dire que certains médicaments vont pouvoir être délivrés aux patients dans le cadre d'un protocole précis qui est défini par l'autorité de santé. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous venez chercher une boîte de phosphomycine, je n'ai pas le droit de vous la donner car vous êtes un homme. Voilà. Donc il y a un arbre décisionnel qui est extrêmement précis et je peux donner la phosphomycine dans certains cas. Dans ce cadre-là, ma responsabilité est entière. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de cas de délégation. Ce n'est pas une délégation. C'est ma responsabilité. Oui. La responsabilité du médecin, en revanche, c'est que je vais quand même faire un retour d'information via le dossier médical personnel partagé qui est dans mon espace santé et qui va revenir par les logiciels Ségur chez le médecin traitant ce coup-ci, pas le médecin délégant, chez le médecin traitant de la personne, qui le saura à la prochaine visite. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, la consultation du DMP en automatique est un sujet. C'est un sujet parce qu'on n'en a pas l'habitude. Je vous parlerai de mon problème à moi d'accès au DMP pour élargir, mais c'est un autre sujet. Donc vous voyez, pour la même chose, pour le patient, c'est la même chose. Il a une boîte d'antibiotiques dans les 2 cas. Mais dans un cas, c'est un cas de délégation. Dans l'autre cas, c'est mon acte, 100%. Et je n'informe tout le monde par le biais du DMP. Voilà. Donc la responsabilité, à mon avis, dans le cadre de la délégation, elle est quand même en partie celle du médecin délégant pour la formation et pour le contrôle du choc. Voilà, juste pour compléter, responsabilité organisationnelle, effectivement. Après, responsabilité médicale, si le traitement a été prescrit alors qu'il ne devait pas l'être,
c'est le prescripteur qui est en cause et pas celui qui a délégué cette compétence. Il y a une personne qui a demandé la parole, j'aimerais qu'on lui donne un micro s'il vous plaît, le temps peut-être qu'on lui apporte. Julie de Victor, si vous voulez peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Merci d'apporter un micro pour madame devant. Oui, je voudrais juste préciser le cadre d'intervention donc, des IPA qui ne se situe pas dans le cadre d'intervention d'une délégation de tâches, mais qui se situe dans une intervention de transfert d'un certain nombre d'activités qui jusque-là étaient réservées au corps médical. On échangeait 2-3 mois avec madame, la représentante des patients. Je ne doute absolument pas que chacun des médecins généralistes fasse le maximum pour communiquer avec l'ensemble des acteurs du parcours de soins. Mais comme on le disait, finalement, c'est une communication assez informelle et pas formalisée. Alors nous, dans les décrets initiaux de la pratique avancée, il avait été mis en place ce qu'on appelle des protocoles d'organisation. Bon, souvent confondus du coup avec les protocoles de coopération. Je ne suis pas sûre qu'il faille appeler ça protocole parce que du coup on mélange un peu tout. Dans l'idée, c'est pas inintéressant, loin de là. Ça formalise justement cette quelque part obligation de communiquer ensemble, de partager des outils numériques, par exemple comment on fait pour accéder ensemble au dossier médical partagé, qu'est-ce qu'on se prévoit comme temps de concertation, d'échange, quels sont, ce que je disais tout à l'heure, les process, si on sort de notre champ de compétences, etc. Bon, en pratique, il se trouve que ce protocole d'organisation est extrêmement difficile à rédiger ensemble, à mettre en œuvre ensemble, etc., et qui pose un certain nombre de problèmes, mais c'est un autre sujet. En tout cas, l'idée de formaliser ce travailler ensemble, je pense que c'est extrêmement important de se pencher sur la question, et notamment à l'heure du développement des équipes de soins coordonnés, des équipes traitantes finalement coordonnées par le médecin autour du patient. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur cette organisation collective et du coup cette responsabilité collective d'un parcours optimal en fait. On va parler évidemment des outils, des ressources que vous avez à votre disposition pour tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de flou, mais qu'on va essayer un petit peu de lever. Madame, vous avez le micro. Merci de me donner la parole. Je suis médecin généraliste et conseillère ordinale dans la Somme. Et en fait, par rapport à tout ce qui a été dit, j'avais plusieurs questions, notamment par rapport à ma responsabilité de médecin généraliste. Je vais vous donner un exemple très, très bref de cas particulier où j'ai prescrit à une ado un vaccin contre l'hépatite B. Je l'ai juste prescrit, je n'ai pas estimé que je le déléguais. Il s'avère que le patient, c'est une mineure, donc est allé faire son vaccin en pharmacie. Alors je ne sais pas si c'est le pharmacien qui a proposé ses services. La maman m'a dit qu'elle avait entendu à la télévision que le pharmacien pouvait vacciner. Donc c'était un samedi après-midi. L'ado n'a pas été allongé, il a été vacciné sur une chaise. Elle est tombée de sa chaise après l'injection. Il y a eu un traumatisme crânien avec une plaie du scalp. Elle a passé une demi-journée à l'hôpital sans qu'on puisse, on va dire, établir dans la lettre que j'ai de l'hôpital, sans qu'on puisse dire c'est lié au vaccin ou c'est lié au fait qu'elle n'a pas été allongée. Comme beaucoup d'ados, ils font des malaises vagos. Et donc ça, c'était un samedi après-midi. Le lundi, la maman, très choquée, est revenue me voir catastrophée en me disant « Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?» etc. Bon, moi, j'arrivais en troisième roue du carrosse. Pour moi, il était évident qu'elle allait revenir faire le vaccin dans mon cabinet et se poser la question de « Et le rappel, docteur, c'est dans un mois, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc moi, j'ai botté en touche. J'ai dit « Écoutez, là, le médecin de l'hôpital ne peut se prononcer sur le rôle du vaccin en tant que tel ou bien les façons d'administrer, je vous envoie dans un centre de référence hospitalier pour la deuxième injection avec des délais qui sont très longs. Donc à partir du moment où c'est la loi qui permet la délégation, ce n'est pas moi le prescripteur qui est délégué l'acte, où était la responsabilité, parce que nous, en tant que médecin généraliste, on va beaucoup être mis au milieu de tout ça. Enfin, moi, je ne suis pas formée non plus pour former les pharmaciens à déléguer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une ordonnance, on délègue de principe, alors que avant, pour faire un vaccin par un infirmier, il fallait une prescription.
d'après ce que j'ai compris, maintenant, il ne faut plus forcément de prescription. Et dernière question, sur l'information partagée, par rapport au code de déontologie et l'article 45, ça me pose problème dans ma MSP où les infirmiers maintenant disent on travaille en MSP, tout le monde doit avoir accès à tout le dossier médical. Et ça m'interpelle. Très bien, merci beaucoup. Peut-être sur le premier point éventuel. Bon, c'est peut-être sans rentrer dans le détail, évidemment. Bon, sur le premier point, ça rappelle quand même une affaire qui a été médiatisée récemment dans une vaccination dans un collège. Votre responsabilité, elle est relative à la prescription. Fallait-il ou non prescrire ce vaccin? Donc, a priori, oui. Il n'y a aucun problème par rapport à cette prescription. Il n'y a pas d'antécédents familiaux ou je ne sais quel problème qui pourrait expliquer qu'il ne fallait pas le prescrire. Donc, votre responsabilité, elle s'arrête là. Le reste, l'injection a été faite dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques. La question se posera de savoir si ça a été fait dans des conditions conformes aux bonnes pratiques ou non. Il y a un standard. Oui, à ce moment-là, il n'y a aucune responsabilité. Non, il y aura éventuellement une responsabilité de celui qui a vacciné dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes. Mais vous, il n'y a pas de... Voilà, ça s'arrête là en termes de prescription. Après, sur le partage, le secret partagé, tout le monde n'a pas accès à tout, quoi. Tout le monde a accès à ce qui est strictement nécessaire pour la prise en charge du patient. Le principe, c'est le secret. Après, évidemment, dans l'intérêt du patient, on partage, mais je le répète, on partage ce qui est strictement nécessaire. Donc, il n'y a jamais un feu vert complet, un blanc-seing complet qui est donné aux uns et aux autres. Je crois qu'il y a des commentaires. Je vous donne la parole, évidemment. Oui, et après, madame, je vous laisse la parole, évidemment. La première, c'est que dans ce cadre, c'est la responsabilité de l'effecteur du vaccin, donc le pharmacien qui est engagé et pas la vôtre, c'est certain. Effectivement, le partage là, de compétences, c'est-à-dire d'habilitation à faire, parce que compétence, c'est un terme qui est ambigu, donc le partage d'habilitation à faire, elle est partagée désormais entre 4 professions, et il va falloir apprendre, effectivement, et c'est complexe, à aller voir avant de faire les actes, parce qu'il faut potentiellement, la personne a déjà été vaccinée au terme. Donc ça, c'est un sujet. Et dans votre cas, c'est la responsabilité du pharmacien. Il y a eu un malaise vagal, il y a eu une prise en charge à post-malaise vagal qui est à faire. J'espère qu'il l'a bien faite. Mais le malaise vagal, chez les ados, comme vous l'avez dit, effectivement, il est plus fréquent que chez d'autres. Et donc ça c'est important à dire. Ensuite, j'ai perdu le dossier. Sur le dossier médical. Oui, sur le dossier partagé, la problématique est vraiment embêtante parce que moi, pour ma profession, nous allons avoir accès de façon assez simple donc à l'intégralité du dossier médical partagé et notamment les médicales de synthèse, c'est-à-dire à l'indication pour lequel vous faites des prescriptions et désormais, et ça me pose problème en tant que... parce que ça veut dire que ça change mon métier. Si je vois une prescription d'Ozempic et que je vois que la patiente n'est pas diabétique de type 2, ça me pose un problème sur la délivrance du médicament, ce que je n'avais pas avant. Quand j'ai délivré du Mediator, je n'avais pas connaissance de l'indication. Donc c'était potentiellement pour les triglycérides, potentiellement pour un surpoids de diabète de type 2, mais j'en savais rien. Maintenant, je vais savoir. Et cette connaissance et la façon de l'organiser, vous le verrez cet après-midi dans le DMP, elle pose des questions énormes de responsabilité à partir du moment où l'information est accessible. Voilà. Et à l'inverse pour vous, si je délivre un médicament parce que j'ai le droit de délivrer après 3 mois un renouvellement de vos prescriptions pour 3 mois supplémentaires, eh bien, il va falloir que vous le sachiez. Quand le patient revient 3 mois après le dernier rendez-vous, vous auriez pu imaginer qu'il n'avait pas pris de médicament pendant 3 mois. Donc, il va falloir regarder. Et ça, c'est une façon d'envisager nos métiers suite à l'informatique qui va être très évolution du métier. Marianne Lambert. Alors, vous comprendrez que moi, ma préoccupation essentielle, c'est la sécurité du patient. Sûr. Et pour moi, la sécurité du patient, elle dépend du bon fonctionnement de l'équipe de soins.
Parce qu'avant d'envisager la responsabilité, il faut envisager le bon fonctionnement ou le fonctionnement optimal de l'équipe de soins. Ça passe évidemment par une formalisation organisationnelle de préciser qui fait quoi exactement. Mais ça passe aussi, et c'est là où on se rejoint, il faut absolument formaliser. Tout n'est pas dans mon espace santé ou dans le DMP. Quand on n'est plus dans le cadre d'une collaboration sauvage où on téléphonait parce qu'il y avait un rapport humain, évidemment, entre le médecin généraliste et le pharmacien. Dans les grandes villes, c'est pas comme ça parce que d'abord les patients ne vont pas forcément toujours chez le même pharmacien. Et on voit encore dans les hospitalisations en domicile, par exemple, qui est le cahier qui est au lit du malade. C'est encore ça parfois. Et voilà, on passe à des équipes coordonnées de soins, il faut passer à un autre outil. Donc il faut le formaliser, et je pense que l'outil qui doit être formalisé dans une équipe de soins, c'est au-delà du seul espace santé et du seul dossier médical partagé. Madame Rosson-Lombroso, éventuellement sur ce point, parce que l'Ordre, je sais, travaille sur tous ces points actuellement. Oui, alors je voulais revenir, mais peut-être qu'effectivement on en parlera dans une autre table ronde du DMP, du partage d'informations. Si certains professionnels qui ne sont pas médecins effectuent des actes médicaux, il apparaît nécessaire qu'ils aient accès à l'ensemble des informations qui vont leur permettre de prendre en charge correctement le patient. Et donc, quasiment, c'est ce que vous avez dit, quasiment à la totalité du dossier médical. Donc, toute la question qui se pose à nous, finalement, c'est, mais il y sera répondu ultérieurement, j'imagine, c'est quelles informations on va partager, quelles informations on va mettre, et est-ce que... Enfin, tout le monde va être soumis au secret professionnel, mais le patient qui se confie à son médecin va savoir que dans son propre intérêt, les informations qu'il fournit vont être transmises aux autres professionnels qui vont le prendre en charge. Je pense que c'est juste une question de le savoir, parce que ça va être une nécessité pour pouvoir collaborer efficacement dans ce nouveau cadre. Julie de Victor, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Levez la main et je ferai passer le micro. Monsieur, on va vous interroger dans une petite seconde. Julie de Victor, c'est à vous. Oui, non, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, madame. La question, c'est de quoi ont besoin les professionnels pour agir en toute sécurité dans le cadre du parcours. Une remarque personnelle, mes deux frères sont infirmiers libéraux, c'est une affaire de famille. Moi, je suis extrêmement surprise du peu d'informations dont ils disposent. Alors, ils voient énormément de patients dans la journée, une cinquantaine, à faire des soins, des actes, mais finalement, ils les font vraiment comme des effecteurs d'actes et non pas comme des professionnels qui ont bien conscience de l'ensemble de la situation du patient. Et imaginons, ils font une injection, il y a un effet indésirable ou quoi, finalement, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les patients ont été hospitalisés 3 semaines avant, ils n'ont pas accès au compte-rendu d'hospitalisation, ils n'ont pas de compte-rendu de transmission réelle Autant il y a des courriers, ça se fait beaucoup de médecin à médecin, par exemple, mais ça se fait très peu quand on adresse, et on a fait une petite étude sur le sujet dans le cadre de mon master. Finalement, les infirmiers libéraux sont très peu inclus dans les courriers médicaux qui sont adressés, y compris quand on leur oriente des patients pour faire des soins. Et quand j'ai discuté avec mes frères, vraiment, j'avais l'impression qu'il leur manquait des éléments absolument indispensables pour pouvoir effectuer les soins en toute sécurité par rapport aux patients. Donc oui, cette question-là est absolument fondamentale. Après, il faut savoir, alors moi je travaille dans un contexte hospitalier, on a un logiciel qu'on partage avec l'ensemble des professionnels de santé, et il y a déjà plusieurs agents qui ont été attrapés parce qu'ils consultent des dossiers pour lesquels ils n'ont rien à faire en termes de consultation. Donc il faut aussi être en capacité de justifier que vous avez été chercher telle ou telle information dans le dossier du patient et que c'était bien en lien avec votre activité et non pas quelque chose en lien avec juste une violation du secret médical. Donc je pense que c'est
vraiment des vraies questions pertinentes. Et après, la question, c'est comment on justifie qu'on a été regarder tel ou tel dossier ou telle information dans le dossier. Ouais, quand on parlait tout à l'heure des outils, des ressources, ça en fait partie, c'est de trouver un cadre pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Monsieur, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour, Dr Dio, je suis président du conseil départemental des Vosges. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Et je m'inquiète un peu quand j'entends ça et là, dans les médias en particulier, que des projets de loi sont en train de dire que faire partie d'une CPTS, les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé, aux contours très flous, suffirait pour faire en sorte qu'il y ait un protocole de coordination. Et là, ça échappe à tous, c'est-à-dire qu'un infirmier ou un IPA, dans la même communauté professionnelle qu'un médecin généraliste, qui ne se connaissent ni l'Ève ni l'Adam, qui n'ont jamais communiqué ensemble, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que c'est comme coordination ? Alors, juste pour les CPTS, il s'agit d'une expérimentation dans 6 départements, dont 2 départements d'outre-mer, sur effectivement 5 ans. Pourquoi c'est en expérimentation ? Tout simplement parce qu'on sait très bien que toutes les CPTS ne se valent pas, entre guillemets, je ne parle pas de valeur, c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, elles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc il y a des CPTS extrêmement organisés avec un vrai projet d'équipe, avec des équipes qui partagent beaucoup de choses ensemble, des projets de soins qui sont partagés, etc. Puis il y a d'autres CPTS, effectivement, où il se passe moins de choses, moins d'échanges entre professionnels du territoire, etc. Donc là, c'est pas considéré comme un exercice de soins coordonnés, mais c'est testé dans le cadre d'une expérimentation sur 5 ans. D'ici là, déjà, les CPTS continueront d'évoluer et peut-être de formaliser des vrais échanges entre professionnels de santé du territoire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, surtout, on aura les résultats de cette expérimentation qui pourront dire si on exerce en toute sécurité et vraiment en bonne collaboration entre professionnels, ou alors s'il faut abandonner l'idée, tout simplement. Mais les CPTS, il s'agit d'une expérimentation. On est sur un cas très précis. En ce qui nous concerne, c'est dans la loi. Ce n'est pas une expérimentation. Pour les pharmaciens, les protocoles de délégation sont bien dans la loi, dans le dur de la loi. Ce n'est pas une expérimentation. Je suis assez réservé, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, sur ces protocoles de délégation entre un médecin délégant et un pharmacien délégué. Je pense que ça peut peut-être avoir un intérêt. Les 100 binômes qui le font y ont trouvé un intérêt, donc ok, pourquoi pas. Et pourquoi les CPTS ? C'est parce que dans notre cas, en fait, dans la plupart des cas de ces binômes, ce sont des villages où le médecin et le pharmacien s'entendent, mais ils ne sont pas dans une MSP. Et en fait, le pharmacien a délégué, le médecin a délégué une partie une partie de son activité au pharmacien de sa propre initiative. Et encore une fois, il fallait ce cadre de CPTS parce que dans les villages, il ne s'était pas mis en MSP. Mais je vous rejoins assez sur le fait que c'est assez étrange qu'un médecin très distant délègue quelque chose à quelqu'un qu'il ne voit qu'une fois par an. C'est bizarre. Autre prise de parole dans la salle, madame. Oui, donc, moi, plus fort, s'il vous plaît. Oui, Dalila Lalej, je suis médecin endocrinologue, diabétologue, donc je connais bien la collaboration interdisciplinaire. Il y a quand même quelque chose qui me choque un peu. J'ai l'impression qu'en fait, cette délégation de tâches, elle se fait de manière institutionnelle et sans obligatoirement l'information et le consentement du médecin délégant. C'est-à-dire que là, maintenant, on assiste en fait à des modifications de l'exercice où on décide que le patient peut aller voir le pharmacien pour telle chose, par exemple le vaccin, l'IPA en direct, le kiné en direct, sans qu'obligatoirement le médecin prescripteur et éventuellement délégant soit inclus dans le processus, et qu'après, dans un second temps, il risque d'avoir à gérer les conséquences et les manquements éventuels de cette prise en charge qui n'a pas été coordonnée par lui au départ. J'aimerais bien qu'on fasse un commentaire là-dessus. Julie de Victor, Madame Oui, Rosson-Lambroso. alors, si on parle de délégation de tâches, on se situe dans le cadre des protocoles de coopération et le médecin ne peut pas ne pas être informé puisqu'il le signe. Donc, il ne peut pas y avoir de délégation de tâches sans qu'il y ait un délégant
volontaire et un délégué volontaire. Donc déjà, cette situation, elle peut être complètement écartée. Ensuite, pour ce qui concerne les infirmiers en pratique avancée, il n'y a pas de prescription vers l'IPA. Il y avait jusqu'à présent une orientation médicale vers l'IPA et depuis la loi RIST, une possibilité pour les patients de les consulter directement. Alors vous expliquez le cadre de cet accès direct, ce n'est pas encore possible puisque les décrets qui vont être écrits, enfin il va y avoir un décret écrit et validé en Conseil d'État qui va justement définir un petit peu ce cadre de l'accès direct et surtout ce que les IPA vont pouvoir faire en accès direct. Mais là, on ne se situe plus dans la délégation de tâches, on se situe dans l'implantation de ce nouveau métier dans le système de santé français qui dispose lui-même de son cadre juridique, de sa loi, de ses décrets d'application, etc. On n'est pas dans une délégation ni dans une prescription médicale. Madame Rosson-Lombroso. C'est quand même une forme de délégation de tâches. C'est un transfert de tâches. C'est-à-dire qu'effectivement, la tâche est transférée à l'IPA, par exemple, avec toute la responsabilité et toutes les connaissances que cela implique. Et dans ce cas, ça implique la responsabilité du médecin, à partir du moment où on fait un transfert ça, de tâche, alors, il peut y avoir une responsabilité dans la rédaction du protocole de délégation, mais là, dans le transfert tel qu'il est prévu, c'est la loi qui l'a prévu. Donc, à la limite, là, le médecin n'est plus responsable. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce qui est absolument indispensable, c'est une bonne communication et un bon retour entre les deux professionnels, de telle manière que chacun soit informé de ce que l'autre a fait. Dans un monde idéal, auquel j'espère nous parviendrons, cette communication sera instantanée et le médecin du patient sera informé immédiatement quand l'IPA aura réalisé un des actes que cette IPA a le droit de réaliser. Les IPA ont une formation particulière, c'est un transfert de compétences et pas une délégation de tâches. Non, d'accord. Oui, et juste le retour vers le médecin traitant est une obligation légale, là encore, y compris dans le cadre de l'accès direct. Alors, médecin traitant, s'il y en a un, vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, il n'y en a pas toujours, mais de toute façon, l'IPA devra transmettre ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mis en œuvre, les examens qu'elle a éventuellement initiés, à un médecin dans l'optique que chaque patient, évidemment, est un médecin traitant, coordonnateur de son parcours de soins. Alors, ça ne va pas forcément être simple, mais c'est l'objectif, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres demandes de prise de parole, de témoignages? Pas pour l'instant, donc on va continuer un petit peu notre table. Julie de Victor. Je voulais évoquer avec vous un sujet qui concerne la responsabilité. Je pense qu'il est, comme on l'a dit depuis le début, il est bien important que chacun aussi se situe dans son rôle et connaisse ses propres compétences, ses propres formations, son propre cadre juridique, évidemment. Et je vais vous parler des IPA. Les IPA n'ont pas vocation à remplacer les médecins. Ça, on est très clair sur ce sujet-là. Or, on a quelques dérives en ce moment qui, à mon avis, engagent la responsabilité à différents niveaux. Je vais juste vous expliquer 2-3 situations. Moi, j'ai écho en tant que présidente du CNP de certains établissements de santé qui mettent en place, par exemple, des HDJ d'oncologie sans oncologue sur place, avec uniquement comme acteur prescripteur sur le terrain l'IPA avec une astreinte éventuellement téléphonique vers l'oncologue. On entend aussi parler de situations où on mettrait en place des urgences, par exemple psychiatriques, sans psychiatre sur place, avec des astreintes psychiatriques et des IPA formés dans la mention psychiatrie santé mentale. Alors, je n'ai pas, et on pourrait en discuter avec monsieur, mais nous, on peut renouveler, adapter des traitements sans médecin sur place. Ça, la loi ne l'empêche absolument pas. Et d'ailleurs, en soins primaires, l'IPA, quand il est dans son cabinet, il n'a pas nécessairement le médecin généraliste dans le bureau d'à côté. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas l'impression que ça pose de questions juridiques particulières. Par contre, clairement, je pense qu'il faut s'interroger sur le cadre de soins des patients. Et à mon sens, ça peut engager... si toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies, ça peut engager à la fois la responsabilité des établissements qui ont mis ce système-là en place,
à la fois la responsabilité des IPA, et à mon niveau, c'est ce qui me préoccupe. Est-ce que vraiment l'IPA pouvait exercer son rôle en toute sécurité sans médecin accessible rapidement ou disponible, etc. Et puis évidemment, à mon sens, ça pose aussi la question de la responsabilité du médecin qui accepte d'avoir un rôle comme ça de coordinateur à distance sur certains soins qui pourraient clairement poser des problématiques à court terme. Et merci Julie de Victor, parce que le médecin coordinateur, c'est un petit peu la question dont on avait abordé en préparant notre débat, et je voulais vraiment vous entendre sur ce point. Alors, je réponds juste à ça. Oui, bien sûr. On emploie le terme protocole et on met plein de choses derrière. Là, les protocoles de collaboration interprofessionnelle, c'est soit des protocoles locaux, soit des protocoles nationaux, c'est très formalisé, et en fait, ça correspond aux données acquises, aux bonnes pratiques. Quand on sort des clous, on est plus bon. Et donc, effectivement, les organisations que vous décrivez, elles sont dans aucun protocole national, ni aucun protocole local validé par les autorités de santé. Donc, nécessairement, derrière, il y a des responsabilités qui seraient engagées en cas de dysfonctionnement. Et comme vous l'avez dit, les établissements, il y a un défaut d'organisation. Le médecin également, parce qu'il a délégué des choses qu'il n'avait pas le droit de déléguer, et les IPA, parce qu'elles ont accepté quelque chose qu'elles n'avaient pas le droit de faire. Donc voilà, tout le monde tomberait avec un effet domino dans ce genre d'hypothèse. Sur le médecin coordinateur, c'est vrai que moi, ça me pose un problème. J'entends qu'il puisse être responsable, mais il faut qu'il ait les moyens de cette responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité ne peut être assumée que si on a les moyens de corriger le tir si ça part mal. Et donc, j'insiste là-dessus, mais ça passe par une remontée d'informations. Parce que sinon, le médecin coordinateur, c'est bien. On ne va pas dire qu'il est responsable par défaut. Ça ne marche pas, donc c'est lui. Ça me paraîtrait extrêmement dangereux. Et finalement, ce serait l'échec de ce processus, puisque trop de responsabilités déresponsabilisent. On va dire, moi, je ne vais pas dans ce truc-là parce que c'est compliqué. Et moyen, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que, par exemple, alors je reviens au protocole bien fait, mais le DMP peut être un outil quand même parmi les autres. Il ne faut pas oublier que l'espace santé aujourd'hui du patient, il est ouvert par défaut. Il faut vraiment, voilà. Donc il faut que ce soit renseigné et il faut que culturellement, les médecins prennent l'habitude d'aller voir aussi cet élément-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas suffisamment renseigné déjà par les médecins traitants, qui ne mettent pas... voilà, parce que après, il y a des barrages culturels, il y a des barrages aussi fonctionnels. C'est-à-dire qu'il y a des outils, des interfaces. Parfois, ils utilisent des outils qui ne sont pas compatibles avec l'interface du DMP et ça prend du temps à remplir, etc. Donc, je pense que le problème, c'est qu'on va vite sur des questions qui supposeraient du temps. Et on a les outils qui arrivent parfois avant les responsabilités ou les responsabilités qui arrivent avant les outils. Et voilà, il ne faut pas oublier que la période Covid a considérablement accéléré ces outils numériques. Et qu'il y a une révolution numérique qui a été faite, mais il faut une révolution culturelle derrière. Et après, les arguments... Là, tout va trop vite, en fait. Je veux dire, les lois s'enchaînent les unes après les autres. On attend les décrets qui ne précisent pas forcément grand-chose. Et donc, je suis désolé, mais... On a besoin de se poser, on a besoin d'organiser des débats comme on fait là, on a besoin de comprendre. Je veux dire, on n'est pas à un an près sur ces questions-là. Je veux dire, prenons le temps de réfléchir dans l'intérêt du patient. Dans l'intérêt du patient, parce que c'est quand même ça la clé. Je veux dire, là, on raisonne en termes de responsabilité, c'est le service après-vente, la responsabilité, j'ai tendance à dire. Mais en amont, je dirais, l'intérêt des personnes, tout le monde est d'accord pour dire que l'intérêt du patient, c'est que les soins soient coordonnés, mais qu'on se pose 3 minutes sur comment coordonner du mieux possible ces soins. Et dans l'intérêt des professionnels de santé aussi, parce qu'il peut y avoir une insécurité juridique, pour le coup, assez forte. Moi, ce que je conteste, et je vous dis en tant que juriste, c'est cet empilage de normes, sans retour d'expérience, sans aspect critique. Bon, on est parti là-dedans, il fallait partir là-dedans, effectivement, mais c'est bon, quoi. Enfin, on a fait pendant X années sans, on peut prendre quelques années pour le mettre en place, quoi. Et dans cet entre-deux, parce que le temps qu'on mette en place les outils ou les moyens... Dans cet entre-deux, moi, je n'ai pas d'exemple de contentieux où un médecin coordinateur aurait vu sa responsabilité engagée en l'état. On est sur des concepts hyper classiques. Vous dire, est-ce qu'il avait les moyens de savoir ? S'il n'a pas les moyens de savoir, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Voilà. Parce qu'il ne pouvait pas rectifier le tir si quelque chose était mal parti.
Voilà. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas de contentieux, sauf à assumer ses propres carences, mais qui ne sont pas les carences des autres. Philippe Besset. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit là, à cet instant. Mais il faut quand même le prendre en compte parce que cet entre-deux, il ne va pas durer longtemps maintenant. Et donc, va arriver les moyens numériques et technologiques d'accès à l'information de l'ensemble des actes de l'équipe de soins va être mis à disposition dans pas très longtemps. Et l'acculturation de l'ensemble des professionnels, ce qui est le deuxième chose qui est nécessaire pour que nous travaillions correctement, elle n'a pas commencé du tout. Mais je crains, moi, que dans cet entre-deux, l'information disponible ne soit disponible avant que les professionnels n'aient eu la formation ou l'information comme quoi ils devaient vraiment regarder, parce que maintenant, ça y était. Pour vous donner un exemple, nous avons poussé les pharmaciens au mois d'octobre 2023 1 million de notes de vaccination dans le DMP. C'est la première fois qu'il y a une alimentation de DMP à hauteur de 1 million par mois. Et la quantité d'informations qui va être poussée dans le DMP va être exponentielle. Tous, les hôpitaux, les infirmiers, les pharmaciens, tous, on va avoir dans les DMP énormément d'informations. Donc ça veut dire que c'est une quantité d'informations que, de mon point de vue, l'être humain ne pourra pas gérer dans le temps de prise en charge d'un patient. Ça vous relancera, on aura l'occasion de revenir sur des débats sur l'appui de l'intelligence artificielle pour vous donner on y reviendra au bon moment l'information, mais l'information, elle arrive, et ce qui est très important et qui vient d'être dit, c'est que ça ne suffit pas d'avoir l'information, il faut aussi savoir qu'elle est là et aller la traiter, et ça, c'est l'enjeu de l'année à venir. Je pense qu'en 24, encore, on est dans cet entre-deux, mais je crains qu'en 25, l'information soit disponible. Et si on ne sait pas aller la chercher, c'est un problème juridique. Julie de Victor, on va commencer un petit peu à terminer ce débat, même s'il ne fait que commencer, si on comprend bien, peut-être sur le rôle des IPA, mais quand vous avez entendu, parce qu'on va faire un petit tour de table, après tout ce qu'on a dit, vous êtes prête évidemment à être dans la concertation, du dialogue, etc. Oh oui, ça a toujours été, en tout cas la démarche du Conseil national professionnel des IPA, et assez globalement d'ailleurs des IPA, on se situe clairement dans une démarche de travailler ensemble, et on ne peut pas travailler ensemble si on n'échange pas, si on ne discute pas ensemble, etc. Donc oui, bien sûr, et on a déjà eu plusieurs réunions de travail avec le CNOM, entre autres, et je remercie vraiment le président de m'avoir convié pour un échange dès qu'il a été élu. Donc on se situe dans cette volonté de concertation, mais on a aussi envie d'avancer, et ça, il faut que tout le monde puisse le comprendre. Dans l'intérêt, à la fois, le premier intérêt, c'est de faciliter l'accès aux soins, d'améliorer les parcours patients, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que la profession infirmière est un petit peu en souffrance. Et que clairement, on a aussi besoin que la profession avance parce qu'on a depuis trop longtemps l'impression que nos compétences ne sont pas exploitées comme elles pourraient l'être. Donc la voie de la pratique avancée est une vraie avancée pour la profession infirmière au service des patients, mais bien sûr, c'est à construire ensemble. Voilà, c'est le message que je pouvais faire passer. Marie-Annick Lambert, sur la responsabilité médicale, évidemment, la priorité aux patients. De ce que vous avez entendu là ce matin, il y a des avancées? Moi, je pense qu'en l'occurrence, sur ce sujet-là, il y a une convergence des intérêts de tous les intervenants pour la sécurité des patients, mais c'est aussi, on voit bien que c'est aussi l'intérêt de tous les acteurs de ces équipes de soins. Donc il faut qu'on travaille ensemble, et je suis assez d'accord. Il faut maintenant tirer la leçon des pratiques et ne pas se précipiter sur la rédaction de textes qui ne correspondraient pas à la réalité des choses. Donc oui, il faut formaliser, mais il faut prendre le temps de formaliser en utilisant les bonnes pratiques et les bons outils.
Je regrette seulement d'être ici en remplacement parce que le sujet du Health Data Club, c'est le sujet de Gérard Raymond qui aurait dû être parmi vous et que je n'ai pu que remplacer au pied levé et qui n'est pas vraiment mon sujet. Mais sur le Health Data Club... et merci encore d'avoir pu le remplacer. Gérard Raymond aurait été plus précis que moi. Madame Rossan-Lombroso, si vous le permettez, quelques mots de conclusion pour cette deuxième table ronde pour de la matinée. Alors, ce que je retiens de ce que nous avons débattu, c'est que effectivement la situation du médecin et des professionnels autour de lui change, et que si ce changement est inscrit dans la loi, les modalités pratiques sont encore à préciser et à améliorer pour que ça puisse déboucher sur une manière de travailler qui soit plus efficace dans l'intérêt du patient. J'en retiens que le médecin va sans doute voir son métier changer, mais qu'il va rester au centre du tableau, c'est-à-dire aux côtés du patient, et qu'autour de lui, il va avoir toute une équipe qui va être en capacité de l'aider au mieux et de procurer les meilleurs soins possibles. Alors, il y a beaucoup de questions qui, pour moi, sont encore en suspens. Donc, on a rapidement évoqué celle du secret professionnel. J'aimerais savoir, mais peut-être que la réponse est évidente, j'aimerais savoir si l'ONIAM aura sa compétence élargie aux autres professionnels que les médecins qui réalisent des actes médicaux, IPA, pharmaciens, kinés, etc. Est-ce que l'ONIAM pourra être saisie de la même manière que quand il y a un accident médical? Et puis, pour le médecin, je crois aussi que c'est une nouvelle ère, en fait. Alors, il n'y a pas que ce partage ou ce transfert et cette délégation de compétences, enfin, chaque chose étant différente. Il y a aussi, et ça sera vu tout à l'heure, l'apport de l'IA et des nouvelles technologies dans l'exercice. Et je pense que si nous refaisons ce débat dans 10 ans, le cadre autour de nous sera totalement différent et tout le monde sera content, et en particulier les patients, parce que j'espère que les soins, finalement, seront encore plus adaptés pour les patients. Alors, Laurent Bloch, justement, pour conclure également, et peut-être de la réponse sur juste pour répondre sur l'ONIAM, ou plus exactement peut-être les CCI et leurs compétences, c'est déjà le cas. Dès qu'il y a un acte de prévention, de diagnostic ou de soins qui est en cause, c'est un accident médical, que ce soit un kiné, que ce soit un médecin ou autre, ça ne change strictement rien, il y a une compétence des commissions. Après, je crois, sur le fond, et peut-être pour conclure ces coopérations, c'est vraiment un problème de méthode. C'est vraiment un problème de méthode. Je trouve qu'il y a un paradoxe avec... On demande aux professionnels de santé de collaborer ensemble, de co-construire, etc. Et on a un législateur qui, lui, par contre, co-construit assez peu. Et on a vraiment le sentiment qu'on a des protocoles qui tombent comme ça, boum, avec un delta trop important, peut-être entre les pratiques du terrain et puis un modèle qui est trop rigide ou pas forcément adapté. Donc c'est facile à dire, parce qu'évidemment l'art de légiférer est compliqué, mais c'est quand même paradoxal de dire il faut coopérer, il faut co-construire, et puis soi-même faire son truc dans son coin. En tout cas, le message est passé, et on espère que vous serez entendus. Merci d'avoir participé à cette table ronde, ça mérite quelques applaudissements. Merci encore à vous 5.